Bonjour à tous. VIP inaugure aujourd'hui un nouveau type d'invité, le chef d'entreprise. Et celui qui a pris la place dans le fauteuil rouge que vous connaissez dorénavant est un homme de médias. Il s'agit du directeur de Télé 7 jours, Patrick Mahé. Bonjour à vous. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre métier, notamment en tant que directeur de Télé 7 jours. Vous faites bien d'autres choses. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours pour commencer. Vous, le journalisme, ça a démarré pour vous à l'âge de 23 ans. Vous avez fait un petit séjour chez Télémagazine pour arriver ensuite vers quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, c'était le journalisme sportif, chez But notamment. C'est quoi votre credo? Plutôt cyclisme, plutôt foot? Non, j'aime bien le foot, le rugby, le cyclisme, effectivement, trois grands sports collectifs. Le sport collectif me plaît parce que c'est le partage. Il y a toujours un champion, mais ce champion est porté par des équipiers. C'est toujours, même si quelqu'un marque un but, il y a ceux qui préparent le terrain pour qu'il aille marquer le but. Et on partage une victoire en commun, donc j'aime les sports collectifs pour cela. On fait souvent l'analogie d'ailleurs entre le monde du sport et le monde de l'entreprise aussi. Oui, beaucoup. Et on parle parfois d'ailleurs dans une entreprise, quand on célèbre les rois, une fête, un petit mot, un discours, on parle en termes d'équipe, de sport d'équipe, parce que le journalisme, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Le journalisme sportif, c'est quelque chose qui vous a plu, d'ailleurs vous le portez encore en vous. Comment le grand écart s'est-il fait donc, entre ces années justement chez But, entre autres, et l'arrivée à Télé 7 jours en passant par Paris Match? But, ça n'a pas duré très très longtemps en fait. Au départ, je suis parti pour faire un remplacement d'été pour rendre service pendant une Coupe du Monde de football qui avait lieu au Mexique en 70, une grande année pour ceux qui connaissent le football de l'équipe du Brésil qui avait battu l'Italie en finale 4-1. C'était la grande époque de Pelé. Je dis exprès des noms comme ça pour ceux qui aiment, parce qu'ils savent de quoi on parle. C'est les grands crus. Et après ce remplacement, alors que mon destin était de terminer des études au centre de formation des journalistes, comme beaucoup de journalistes, on m'a demandé si je voulais rester. Et étant jeune, j'ai trouvé que c'était pas idiot de gagner 2 ans d'études, voire 3 ans d'études, et d'avoir tout de suite un emploi. À l'époque, ça pouvait se faire. Aujourd'hui, c'est pas certain qu'on y arriverait. Donc finalement, vous n'êtes pas diplômé alors? Je suis allé, disons que j'ai fait un peu quelques études buissonnières, mais à l'arrivée, quand même, j'ai repris la ligne droite et la 4 voies. Et finalement, je suis sorti de ce côté sportif très vite pour avoir été remarqué par France Soir. Et là, je suis passé aux faits divers. C'était beaucoup moins drôle. On n'était plus dans les vestiaires. On était avec des gens qui souvent subissaient des malheurs de la vie, des accidents de la vie, des choses graves, et qu'il fallait interviewer dans des conditions tragiques. C'est une drôle d'école. C'est une autre école, très dure, mais quand on en sort, on est vraiment blindé. Et de là, bien sûr, un peu de sport encore, au Figaro. Puis, j'ai été recruté par Roger Théron, qui était un grand nom de la presse magazine, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, qui était un très grand nom de la presse magazine, qui était là au numéro 0 de Paris Match, numéro 0, c'est celui qui était la matrice de Paris Match, et qui m'a appelé un jour où j'étais en reportage en Écosse, à mon hôtel. J'étais très surpris de l'entendre, je ne le connaissais pas. Il m'a donné rendez-vous au Fouquet's pour me jauger, pour me juger, en présence d'un arbitre qui était Jean Cot, donc encore un grand nom de la presse et du journalisme et de l'écriture. Et on a parlé, et il m'a demandé si j'étais intéressé par Paris Match, mais évidemment, on ne peut pas refuser une offre comme celle-là, car ce Paris Match-là était le Paris Match qui avait garni toute mon enfance, le Paris Match de lecture des années 50, des années 60, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, qui était vraiment un très très grand journal pour les Français de l'époque. Et dans les familles, on se nourrissait de Paris Match, c'était bien avant la télévision. Au fond, Paris Match, c'était la télévision des années 50-60. La télévision sur papier, vous en deviendrez le rédacteur en chef en 1990. Et puis, autre tournant, parce que c'est 16 ans quand même, 16 ans de votre vie, Oui, Paris je suis Match. entré en 81, ça fait longtemps. Ouais. Le 1er avril, c'est une date symbolique. Et puis finalement, je suis sorti, tout resté dans le groupe, et pour prendre Télé 7 jours. En 96. Voilà, en 96. Et Télé 7 jours, c'est encore un virage, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs styles de journalisme. Et là, c'est encore un nouveau journalisme, parce que là, vous êtes plus dans l'annonce des programmes cette fois-ci, puis quand même... Oui, on a voulu faire de Télé 7 jours un magazine un peu différent qu'un magazine seulement de service. Les magazines de télévision sont souvent des magazines de service. Or, Télé 7 jours a une longue histoire, lui aussi. C'est un magazine qui est dans 60. Il est né en 1960. Il a été longtemps aussi dans des familles, un magazine un peu incontournable, indispensable, qui était presque encyclopédique. On lisait, comme dans Paris Match, la même démarche pratiquement, on lisait beaucoup de choses qui informaient la famille. C'était le journal de la famille. Et puis ses concurrents sont nés, c'était normal, il n'allait pas rester tout seul, il avait comme un monopole.
Et chacun s'est orienté vers des sources différentes, comme le loisir d'un côté, ou bien les stars d'un autre côté. Et Télé 7 jours, lui, s'est recentré sur la télévision à 100%. Or, il se trouve que les temps évoluant, les modes changeant, les sources d'intérêt changeant, il a fallu le remettre, le repositionner sur ses bases d'origine, en y ajoutant les stars qui font actuellement la nourriture des gens qui sont un peu les paillettes de la vie, mais qui comptent énormément. Et puis le service également dans l'art de vivre du moment. Donc on l'a remis sur des bases différentes et on l'a relancé. Venant de Paris Match, on m'a demandé d'en faire un peu le Paris Match de la télé, ce qu'il est devenu grâce à une équipe très très offensive. Alors, vous êtes donc le directeur de ce magazine de Paris Match, le directeur du magazine Première, qui est un magazine de cinéma qu'on connaît bien, le directeur d'un magazine de voyage, Bon Voyage. Vous êtes également le patron des 7 d'Or, vous êtes le vice-président du Festival international de la photo de la mer, ça existe, et c'est à Vannes. Vous avez publié des romans, des récits, des essais. Vous n'avez pas un peu peur enfin, vous n'avez pas l'impression que votre vie se joue sur une carte de visite quand même? Vous n'avez pas un peu peur d'être résumé à ça? Non, parce que je n'utilise pas tellement la carte de visite. En réalité, on me demande souvent, c'est pas la carte de visite qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire en travaillant par rapport au temps qui nous est donné. Donc c'est une question d'organisation. Quand je fais un livre, ça n'empiète jamais sur mon emploi du temps du journal, parce que je fais le livre à temps perdu, dans les week-ends. C'est pas compliqué de s'organiser. Si tous les soirs, en rentrant chez vous, vous écrivez un feuillet de ce qui vous est arrivé dans la journée, à la fin de l'année, vous aurez écrit 365 feuillets, ou 66 en année bissextile. Eh bien, 366 feuillets, c'est un livre de 250 pages. Vous pouvez essayer, et vous verrez que vous y arriverez très très bien. Parlons en quelques secondes du temps perdu. Si vous aviez une année pour vous, en dehors de toute activité professionnelle, hein, vous lâchez tout ce qu'il y a sur votre carte de visite, vous en faites quoi de cette année? Ce sera une année de voyage. J'y ai déjà pensé, souvent. Je crois qu'on voyage vite, mais beaucoup trop vite. On est tous des hommes pressés, alors qu'il faut savoir poser son sac. Si on veut aller à la découverte des continents, des pays et des gens, parce que ce qui compte, ce sont les gens, quand on va dans des pays, savoir comment ils vivent, s'intéresser à eux, ben, il faut rester parmi eux. Si c'est uniquement pour passer son temps sur des plages et des hôtels, c'est du voyage escamoté, c'est de la carte postale. Et alors le tourisme n'est pas le voyage. Il existe 2 niveaux de relations possibles avec le monde. Soit nous restons à la surface des choses et nous tentons de tenir notre position sociale, soit nous révélons la face cachée de notre être, ce que nous sommes en profondeur. Et il est essentiel de ne pas piétiner notre être profond, un être qui se construit et qui prend racine pendant l'enfance. Patrick Mahé, vous, votre enfance, elle est bretonne. Ah oui, c'est Vannes. Elle est très bretonne. C'est Vannes, c'est le golfe du Morbihan. D'ailleurs, j'ai vu que Morbihan signifiait petite mer en breton. La petite mer, Morbihan, oui. Petite mer. Et l'Atlantique, l'océan, c'est Morbraz, la grande mer. Quel souvenir vous en gardez de votre enfance à Vannes, donc? J'en garde un souvenir ébloui en permanence. C'est d'abord une ville qui me parle énormément. Toujours? Oui, quand j'arrive à Vannes, déjà quand j'arrive en Bretagne, qu'on commence à franchir la frontière qui est le péage, au fond. On n'a plus de péage chez nous en Bretagne. Vous savez qu'on ne paye pas de péage. C'est une des seules régions où on n'en paye pas. Pourquoi? Parce que c'est le dernier privilège qui nous reste de l'époque de la duchesse Anne. Bon, les voies de circulation étaient libres. Donc quand on arrive vers Vitré, il y a l'autoroute qui vous y mène, vous payez votre péage et après c'est tranquille. C'est la route de l'enfance? Mais il faut à ce moment-là baisser la vitesse et tomber de 130 à 110. Attention. Mais alors c'est la route de l'enfance, oui bien sûr. Disons qu'il se passe toujours quelque chose. Il m'arrive, c'est un peu par jeu, quand je suis avec des gens en voiture, de passer aussitôt un petit CD de cornemuse juste pour leur donner un petit déclic en disant voilà, on est chez nous. On est chez nous. Et d'ailleurs, il est écrit en langue bretonne quand on arrive là-bas, Degemermat et Brace, bienvenue en Bretagne. Mais quand on arrive dans le sens contraire, il n'y a jamais écrit bienvenue en ailleurs. France. C'est pas écrit, je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère. Non, je plaisante. Quel enfant vous étiez petit? Vous aviez quel caractère? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un caractère quand même, disons-le, très affirmé. Bon, je sais pas, je pense avoir été un enfant assez facile. Vos 2 sœurs peuvent en témoigner? Oui, mes sœurs peuvent en témoigner, oui. Quand même plein d'émotions, parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents, des parents bien sûr, mais des grands-parents, qui étaient une famille d'ébénistes, une famille de constructeurs de bateaux, enfin, des gens qui sont aussi pour moi un peu des artistes et qui donc avaient une sensibilité de créateurs. Donc les créateurs ont toujours une sensibilité à fleur de peau. Puis des gens qui avaient une mémoire aussi.
Bon, notre pays est un pays riche d'histoire et mon grand-père m'amenait souvent dans des endroits où j'emmène actuellement toujours des amis pour leur montrer la pointe des émigrés, l'endroit du débarquement en 1795 où les chouans sont tombés, des choses comme ça. Bon, des endroits qui nous parlent, en tout cas, qu'on connaît. Et puis, nos églises, même d'ailleurs, nos chapelles qu'on connaît bien. Donc, j'ai toujours eu la chance d'être quand même dans un environnement où les choses n'étaient pas futiles, où sans avoir une gravité totale et absolue, et pas de sévérité, les choses comptaient. Et on les prenait, et on les enregistrait, on les emmagasinait et on les gardait pour la vie. C'est peut-être d'ailleurs pour la vie. quelque chose que les enfants d'aujourd'hui connaissent moins parce qu'ils passent beaucoup plus de temps devant la télévision. Et ils ont moins ce temps perdu dont ils peuvent faire finalement ce qu'ils veulent. Oui, parce que quand on se promène, à l'époque en tout cas, quand on se promenait dans nos villes, elles avaient des significations. Même les statuts d'une ville. Le connétable de Richemont, par exemple, à Vannes, il existe, il veut dire quelque chose. Or, les gens passent devant sans savoir de qui il s'agit. Bon, quand on se promène sur le port de la ville, qui est une ville bimillénaire, elle a 2000 ans, cette ville. C'est pas une ville qui est née comme ça, dans des contreplaqués d'après-guerre. Elle a 2000 ans, c'est la ville des Vénètes, c'est la ville où les marins de l'époque, ancêtres des marins d'aujourd'hui, ont été défaits par les armées de Jules César, uniquement parce que les vents sont tombés au large et qu'évidemment, les galériens romains qui étaient là ont pu rattraper les bateaux dont les voiles n'étaient plus portées par les vents. Bon, bah ça fait 2000 ans que les Vénètes sont tombés à Vannes et que leur présence est partout. C'est la ville des Vénètes. Et on le sait. Nous, Vannetais, on le sait. Ils sont parmi nous. Ils sont présents parmi nous. Ça nourrit l'enfant que vous avez été, donc, toute cette histoire. Nos villes sont des lieux de mémoire. Ouais. Et notre devoir, je crois, c'est de transmettre cet héritage à nos enfants et à ceux qui nous entourent. Et à quel moment votre enfance, à vous, s'est envolée? Elle s'est jamais vraiment envolée. Elle s'est jamais vraiment envolée. Elle s'est envolée, si, peut-être, alors par un souvenir qui est un souvenir tout à fait marginal, peut-être, mais quand même assez grave. Vannes était une ville militaire. Et il y avait des régiments de parachutistes à Vannes qui défilaient très souvent, qu'on voyait. Bon, ça faisait partie de la vie de la ville. Et puis un jour, j'étais assez jeune, genre 6 ans, donc je me souviens très bien de ça, j'en ai souvent parlé avec mes sœurs. On partait avec mes parents vers Nantes en voiture, parce que mes parents sont installés à Nantes, mon père était architecte, et on a entendu des chants très graves, des chants d'hommes et de voix graves en voiture, un embouteillage, du monde, une foule noire, on ne savait pas ce qui se passait. En fait, c'était les parachutistes qui quittaient la ville pour partir pour l'Indochine. Alors dit comme ça, 50 ans après, ça fait bizarre, mais c'était très impressionnant. D'autant plus impressionnant qu'un an après, le même défilé a eu lieu, donc j'avais 7 ans, un an plus tard, et que cette année-là, c'était l'année de la chute de Dien Bien Phu, dont on va commémorer le 50e anniversaire cette année, et que le même régiment a défilé avec les rangs éclaircis de ceux qui étaient tombés. Donc ça, c'est les souvenirs d'enfants qui font basculer, parce qu'on se dit, c'est une histoire d'hommes, et c'est le grand mystère de la vie des hommes qui s'écrit, et effectivement, mes lectures après ont contribué à m'y intéresser, puisque je parlais de Paris Match déjà. Paris Match était le journal qui nous faisait suivre ces événements lointains et tragiques, et qui, journalistiquement parlant, prenaient corps, et certainement qui m'ont marqué, et qui ont certainement été dans ma vocation de journaliste quand j'étais enfant. Et que penserait le petit Patrick Mahé de l'adulte qu'il est devenu ? Disons que j'essaie de rendre beaucoup à ceux qui m'ont entouré, et à ceux à qui je dois beaucoup de choses, ce que je peux. Je suis un très bon revoyeur d'ascenseur, surtout quand on ne m'envoie pas l'ascenseur. Ah bon ? Parce que je n'ai pas besoin, en fait, de rendre service à des gens qui le méritent quand je devine qu'ils le méritent, ou quand je pense qu'on doit les aider. Beaucoup de navigateurs, beaucoup de gens qui ont eu besoin à un moment qu'on parle d'eux, Florence Artaud, Olivier de Kersauzon peuvent en témoigner. Sur un coup de téléphone, en général, je répondais présent. C'est toujours bien de répondre présent, surtout quand on n'a pas, quand on doit rien à personne. Et de le faire gratuitement, c'est ça que vous voulez dire. L'acte gratuit, c'est quelque chose qui me guide toujours. Et c'est de ça dont le petit Patrick Mahé, enfant, serait le plus fier en considérant l'adulte qu'il est devenu. Oui, je pense que savoir inconsciemment, je ne me suis jamais posé la question en plus, hein. C'est vous qui me la posez, donc j'y réponds. Complètement. Savoir inconsciemment que je sais répondre présent en permanence pour des gens qui valent la peine, qui en valent la peine, qui le méritent, ça me plaît bien. C'est une image qui me plaît bien.
Breton d'origine, il a été élevé dans la foi catholique sur une terre profondément catholique où la dévotion au Saint Patron et à la Vierge sont encore très présents. On pourrait presque parler d'ailleurs de spiritualité bretonne, tant la pratique et la foi en Bretagne sont identitaires. Patrick Mahé, vous êtes d'accord avec ces termes-là? Je crois qu'on ne peut pas y échapper, c'est pas du tout. Et d'ailleurs, on n'a pas envie d'y échapper. Quand on est breton? Bah, oui, ça c'est. Vous savez, les Bretons viennent du pays de Galles et de Cornouailles. Ils ont fui l'invasion des Saxons au 5e siècle. Et les moines et leurs saints sont arrivés en même temps qu'eux et encore après eux. Il y en a qui ont raté la pointe de Bretagne et qui se sont retrouvés en Galice, d'ailleurs. Mais chez nous, tous nos saints portent des noms d'origine galloise ou cornouaillase. Il existe d'ailleurs un tour de Bretagne qui est un rituel, le Trobrace, qui célèbre nos saints, les 7 grands saints de Bretagne. Et dans sa vie, un Breton se doit de l'accomplir, en principe. D'ailleurs, il y a plein de gens qui viennent des 4 coins de France pour venir au Trobrace. Et dans ma ville natale, d'ailleurs, il y a Saint-Paterne, qui est le grand saint de la ville et qui fait partie des grandes étapes. C'est le dernier grand voyage de la duchesse Anne, notre duchesse, a été le Trobrace qu'elle a entrepris en 1505. Ça va faire 500 ans. Mais on y pense encore. Juste une petite précision à nos téléspectateurs. Si Patrick Mahé est aussi calé sur la duchesse Anne, c'est que vous êtes en train de préparer un livre la concernant, et donc il y a la documentation qui va avec. Revenons à la religion. Je disais que vous aviez été élevé dans la foi catholique, vous avez fréquenté à Nantes un collège catholique. Ce sont des souvenirs, le collège Le Qui-Dit. Précisons-le. J'imagine que ce sont des souvenirs heureux, mais est-ce que vous avez gardé quelque chose de cette foi que vous ont apporté vos parents? Je ne suis pas un pratiquant de tous les instants. Mais je suis assez régulièrement interpellé. Donc, voilà, étant interpellé. C'est-à-dire, ça se manifeste comment? Par exemple, j'ai une certaine dévotion, je dois le dire, pour Sainte-Anne d'Auray, par exemple, Sainte-Anne. Et sans être nicolazique, à qui elle est apparue, sans être celui qui devrait être saint, d'ailleurs, qu'on appelle nous-mêmes saint nicolazique, en espérant que le pape, un jour, qui est venu à Sainte-Anne d'Auray. Vous y étiez? Vous pouvez me préciser l'année, monsieur le journaliste? Il est venu il y a quelques années. Septembre 96. On a construit une magnifique route pour lui, d'ailleurs. Et bien, on espère qu'un jour, le Vatican pourra rendre à Nicolas X ce qu'il mérite. Mais pour l'instant, il n'est pas encore sanctifié. Ça viendra. Bon, donc Sainte-Anne est quelqu'un de très présent. Dans toutes nos maisons, de toute façon, on a toujours une petite statuette de Sainte-Anne d'Auray, toujours. C'est la grand-mère des Bretons. Bon, c'est comme ça. On ne cherche pas à justifier les choses, à les expliciter. On n'est pas dans la psychose, on est comme ça. Cette spiritualité, elle est partout, elle est près de nos menhirs, on ne peut pas l'ignorer. Elle est traditionnelle, mais aussi affective, d'après ce que vous dites. Elle est traditionnelle, elle est affective. J'estime qu'elle n'est pas superstitieuse, alors qu'on dit souvent qu'elle l'est. Non, je ne crois pas que ce soit le cas. Mais comme il y a beaucoup de légendes, que c'est une terre de légendes, évidemment, dès qu'on parle d'un de nos saints, il y a tout de suite une légende derrière. À côté de chez moi, il y a Saint Cadeau, par exemple, qui est le saint d'une petite île qui venait du pays de Galles. Alors il y a tout de suite la légende de sa rencontre avec Satan, et on s'en empare immédiatement pour un peu s'en moquer. Mais en fait, il n'y a aucune raison de s'en moquer. Pour nous tous, il ne fait pas de doute qu'un jour Satan l'a mis au défi et qu'il l'a défié et qu'il l'a vaincu. C'est tout. On ne se pose pas trop de questions. Est-ce que vous avez gardé de cette éducation catholique une espérance pour l'après, enfin pour l'au-delà, pour après la mort? Oui, j'en suis pas encore tout à fait là, mais non, j'en suis pas là parce que je suis encore. Non, je suis pas là dans ma réflexion philosophique ou spirituelle. Je pense effectivement qu'on peut pas vivre sans, mais on peut pas vivre sans, non, c'est sûr. En tout cas, je connais pas mal de gens qui étaient un peu ce qu'on appelle parfois des mécréants, et qui, au fur et à mesure de la vie, au contraire, progressent beaucoup par rapport à l'au-delà et par rapport à ce qui les attend. Il y a des grands poètes qui n'étaient pas atteints par la religiosité de manière extrême, qui finalement, sur leur lit de mort, ont écrit des textes extraordinaires. Bon, j'en connais plus d'un. Et des bardes celtiques qui n'étaient pas habités par la religiosité, mais qui ont fait des chansons où on fait appel à Dieu. Glenmore, par exemple, Glenmore, ça veut dire la terre et la mer, qui est une synthèse de l'homme de la terre et de la mer, bon, qui a fait des textes magnifiques, alors qu'il n'était pas d'obédience particulièrement catholique au fond de lui-même. Ouais, ça ne vous travaille pas encore beaucoup, mais c'est quand même là. Non, mais j'y pense. Quand je lis des textes très beaux, notamment un texte de Xavier Graal que vous avez apporté, que j'ai apporté, que je vous lirai, eh bien, et qui lui était un écrivain et un poète catholique, puisqu'il écrivait pour la vie catholique. Je le lis, je sais qu'il l'a fait sur son lit de mort, c'est important. Ça fait réfléchir, texte, oui, vraiment. On va le lire maintenant, si vous voulez. Laissez-moi chausser mes lunettes. Vous voulez bien? D'homme de 56 ans, 56 Morbihan. Ah, oh là là, il y a des relations qui se font. Voilà, donc Xavier Graal est un grand poète qui a raconté juste avant de mourir
sont face à face avec Dieu, et ça donne ça. C'est en breton d'abord, Outru doué setume, di razut ya meo. Et mon est tondeuse brisizel. Alors, je vous fais grâce de la suite, mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, Seigneur, me voici, c'est moi. Je viens de Petite-Bretagne. Et il va donner son chant testamentaire. Et il écrit, à mes frères et mes amis, aux femmes que j'ai aimées, à tous ceux que mon cœur a croisés, avant que d'entrer dans les ténèbres, transmettez, je vous prie, mon espérance testamentaire. C'est très beau, mon espérance testamentaire. Nul chant, nul solo, nulle symphonie, nul concerto qui porte nostalgie d'amour et soif et faim de tendresse ne sera perdu dans la détresse de la mer. Voilà. Et puis encore ceci. Par la dernière larme, par le dernier frémissement, par le moineau qui s'envole, par le jet sur la branche, par la dernière chanson, par la joie dans la grange, par le vent qui se lève, le vent en Bretagne, par le matin qui vient, tout simplement, je vous rends grâce d'avoir été, dans le bondissement incroyable de votre création, un pauvre air mortel divin et misérable, oui, tout simplement un être humain parmi les milliards et les milliards de vos créatures, à présent que les feuilles et les mains de douce nature me closent les yeux, mais Seigneur Dieu, comme la vie était jolie en ma Bretagne bleue. C'est quand même, je trouve, pour quelqu'un qui va mourir, un chant d'adieu qui s'appelle Solo, qui quand même nous bouleverse, qui nous prend vraiment et qui signifie beaucoup de choses. Et que j'encourage d'ailleurs vos téléspectateurs à lire et à relire. On sent l'émotion. Donc je vous laisserai. Ah ben, bien volontiers, je pense qu'on va beaucoup nous le réclamer. D'ailleurs, il y a toute une musicalité dans ce que vous avez lu. C'est par hasard si Danar Braz a mis en musique certaines des paroles il y a quelques quinzaine d'années, toutes ces choses. Posez-le par terre. Et là, le Télégramme vient de le sortir, le quotidien Le Télégramme de Brest vient de publier un hommage à Xavier Graal. Très bien. Donc, une bonne information. Que je vous recommande. Merci. Bon, on va rester sur ces très belles paroles, qui sont des paroles, effectivement, une nourriture aussi. Merci beaucoup. Définition de la fidélité d'après Pierre Bourgault. Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. Alors voilà une définition possible de la fidélité, surtout conjugale dans ce cas précis. Une valeur bien désuète, la fidélité, qui fait doucement rire quand on connaît l'inconstance de l'être humain et les taux de divorce actuels, notamment en France. La fidélité, c'est un thème que vous avez souhaité aborder, Patrick Mahé. Vous ne pensiez pas forcément d'ailleurs à la fidélité conjugale. Vous voyez ça, vous, dans un esprit plus large. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que la fidélité, elle doit être permanente dans pas mal d'actions de la vie. Être fidèle, c'est pas seulement être fidèle sur un plan conjugal. Vous en avez donné une excellente définition. Elle vous plaît? Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. Je pourrais pas dire. C'est impossible de dire mieux. Mais en tout cas, c'est bien de prendre le contre-pied de l'infidélité qui actuellement, elle, fait beaucoup parler d'elle et qui parfois est même le moteur de certains rendez-vous d'émissions de télévision. Je pense par exemple, il va m'en vouloir, mais je le fais exprès, tant pis, il me téléphonera. Je pense à Ardisson qui avait des définitions un petit peu volage dans ses émissions du soir, fort heureusement à des heures tardives. Mais donc c'est quand même un leitmotiv qu'on utilise au théâtre, au cinéma, pour faire rire. L'infidélité. Mais l'infidélité, c'est difficile. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose, c'est un exercice quotidien et permanent, parce que d'abord les tentations sont quand même assez fréquentes et aussi autour de soi. Ça, c'est souvent sur le plan conjugal. Mais quand on sort du domaine conjugal, on s'aperçoit aussi que la fidélité, c'est la confiance que vous allez inspirer et que vous allez aussi recevoir en échange. Donc, c'est comme ça que vous pouvez bâtir des relations dans la durée. Donc c'est pourquoi j'aime beaucoup ce mot de fidélité, qui est un contrat de confiance qu'on passe avec autrui. Ça vous fait rire? Oui. Sourire. Oui, parce que j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut prôner, par exemple, la fidélité en amitié. Il y a souvent des gens qui viennent ici en disant « Oh, moi je suis fidèle en amitié, mais pas en amour ». Je pense à Maria Pacôme qui nous a dit ça. Je pense à... Enfin, c'est une comédienne, c'est normal, elle est comédienne. Oui, enfin bon, je pense qu'on retrouve ça dans... on peut être fidèle en amitié et en amour d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on serait fidèle qu'en amitié et en amour, ou qu'en amour et pas en amitié. Ah, je suis ravie de voir que vous me rejoignez sur ce plan-là. Non, mais c'est vrai. Non, la fidélité, c'est un contrat de confiance dans la vie sociale, dans la vie de travail, avec les gens qu'on fréquente. Quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, pas une chef d'entreprise, vous recrutez quelqu'un, avant de le recruter, vous allez étudier son CV. Si vous avez la chance de le connaître un petit peu, vous allez lui faire plus ou moins confiance, vous allez avoir plus ou moins envie de le faire venir.
Et c'est là, quand vous avez donné votre chèque en blanc, affectif évidemment, à quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter d'être déçu, parce qu'à ce moment-là, la déception confine à la trahison. Donc vous avez un rôle à remplir à l'égard d'autrui qui va dans les deux sens. Quand vous êtes recruté, sélectionné par quelqu'un, vous devez être à la hauteur de la confiance qu'on vous donne. C'est ça la fidélité, c'est du ciment, c'est du béton, c'est du granit, c'est granitique, c'est quelque chose d'indestructible. Et évidemment, il peut y avoir des ruptures d'amitié parfois, parce que la rupture d'amitié vient d'une déception trop vive, qui est justement à la hauteur de la confiance que vous avez placée dans autrui. C'est pour ça que parfois, vous avez des crises de vieux copains de 20 ans ou 30 ans, des amis de 30 ans, qui peuvent déboucher sur de vraies crises individuelles. Et des gens qui ne se verront plus pendant longtemps, parce que le contrat a été rompu. Ça vous est déjà arrivé, ce genre d'exemple précis? Bien sûr, ça m'est arrivé d'être... Ouais. Oui, ça m'est arrivé d'être déçu par des amis avec qui on pouvait imaginer qu'on allait bâtir 20 ou 30 ans d'amitié sans jamais l'écrire au bas d'un parchemin. Évidemment. Oui, ça m'est arrivé. Un de vos amis proches, Philippe Plisson, qui est le photographe par excellence de la mer, dit que vous êtes tellement fidèle que vous remuez ciel et terre pour aider un ami, mais que vous êtes fidèle aussi dans vos inimitiés. On ne va pas parler d'ennemis, parce que c'est un terme trop fort, mais voilà, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Non, mais quand on est... Et que vous êtes un caractère entier, quoi. Non, mais quand on est serein, quand on est un peu zen, au fond, d'ailleurs, prenons un mot d'ailleurs, un peu zen, quand on est un peu dans la zénitude. Un peu trop à la mode. Oui, mais quand on y est, et qu'on est au-dessus des mesquineries, effectivement, on peut passer outre certaines inimitiés qui n'ont pas d'importance. Si on vous demande de rendre un service aveuglément, c'est pas grave, vous êtes au-dessus de la mesquinerie, donc vous la remplissez, cette demande. C'est pas un souci. Et vous Il avez... ne faut pas attendre exagérément des autres, c'est tout. Il ne faut pas attendre exagérément des autres, mais il vaut mieux donner de soi-même. Et tant pis si les autres n'ont pas compris le message. C'est leur problème, c'est plus le vôtre. C'est-à-dire toujours avoir un service d'avance. Il faut avoir un temps d'avance. Ou... Voilà, il faut avoir un temps d'avance. Et puis si en face, le répondant n'est pas là, bah, vous en tirez la leçon tout seul. Ça va très vite. Et puis vous n'êtes plus déçu à ce moment-là. Oui, c'est peut-être un début de sagesse. Enfin, c'est une manière en tout cas. Mais le mot fidélité est important. On voit même qu'il gagne les couches commerciales, par exemple, puisque les gens aujourd'hui veulent fidéliser des clientèles. Donc ça veut bien dire quelque chose quand on veut fidéliser des gens. C'est un mot qui a de l'importance, c'est une valeur, c'est une vertu. En l'occurrence, pour le côté commercial, c'est pas vraiment une vertu, mais c'est une valeur commerciale aussi. Donc vous voyez, c'est un mot qui est très large, qui va assez loin. Et quand je parlais de contrat confiance, il va vraiment très très loin. C'est un contrat non écrit, souvent d'amitié et de respect de l'un envers l'autre. C'est toujours un peu gênant quand le marketing ou le commercial s'attribue donc des valeurs, comme cette belle valeur de la fidélité, pour l'utiliser finalement. Ben, ça prouve que justement c'est une vraie valeur. Parce que si justement des entreprises qui n'ont pas souvent de valeur, qui n'en ont pas forcément, s'en emparent, c'est qu'elles en ont besoin. Donc c'est une authentique vertu. Est-ce que vous avez une devise dans la vie ou une phrase à laquelle vous cognez ou qui si je vous sors la devise de la duchesse Anne, ça va vous faire rire, mais je la trouve quand même extraordinaire. C'est la devise de l'Hermine de Bretagne, qui est plutôt la mort que la souillure, qui est magnifique. C'est une légende, évidemment. On peut l'imaginer la camper dans la forêt de Brocéliande. C'est l'histoire d'une Hermine qui est traquée par des chasseurs et qui, arrivée au bord d'une mare assez sale, va se retourner. La queue de l'Hermine devient noire, évidemment, et elle va se laisser tuer par les chasseurs, plutôt que de voir sa belle robe blanche devenir souillure. Plutôt la mort que la souillure, ça atteint la pureté, là. Hein. C'est assez beau, en tout cas. C'est une jolie devise. Encore un cran au-dessus. Et vous y pensez dans votre vie tous les jours? Non, mais j'y pense pas tous les jours. C'est fort, plutôt la mort que la souillure. Non, mais c'est une image très forte, bien sûr. Peut-être trop forte, mais qui signifie quand même que, quelquefois, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie quotidienne et à ne pas faire n'importe quoi. Parce que la déception peut être... on peut la porter soi-même lourdement après, pendant longtemps. Quelques gouttes de sang irlandais coulent dans ses veines, ce sang bouillonnant lié au tempérament ardent que l'on attribue aisément au peuple celtique. L'Irlande, c'est la Saint-Patrick, le whisky, la cornemuse. C'est un pays mystérieux de légendes et de brouillard que nous allons évoquer avec vous, Patrick, qui portait le prénom le plus irlandais qui soit, Patrick. Oui, et je vous rappelle que la Saint-Patrick, c'est le 17 mars. C'est une fête qui est devenue désormais une fête universelle. C'est un peu le nouvel an celtique, parce qu'on la fête à travers le monde entier. À New York. À New York, à Boston, à Savannah, aux orgies, avec des grandes parades. À Sydney, puisqu'il faut savoir que les Australiens sont, pour la majorité,
d'origine irlandaise. Toute la côte est de l'Australie est une côte majoritairement, mais plus que majoritaire, mais écrasante, irlandaise. Alors, votre ami que j'ai déjà cité, Philippe Plisson, donc le photographe de la mer, dit que vous baignez du matin au soir dans la celtitude. C'est vraiment ces quelques gouttes de sang irlandais qui justifient ça, cette passion Bon, je pour crois ces pays-là? oui, je pense que ça doit jouer un rôle très important. Mais évidemment, j'ai fait beaucoup de voyages en Irlande et en Écosse et au Pays de Galles. J'en ai fait d'ailleurs à l'époque où j'étais journaliste de sport, les premiers grands rendez-vous. Et l'intérêt, l'avantage de ces rendez-vous-là, c'est que j'étais jeune d'abord. Il y avait une fièvre avec ces matchs de rugby notamment, de football aussi, une fièvre qui se prolongeait dans les pubs qu'on appelle les singing pubs, les pubs où on chante des chansons et qui sont reprises en chœur. On boit nos verres tous ensemble à 10, 15, 20 en se remettant ce qu'on appelle le round. Donc chacun remet sa tournée. Évidemment, on sort de là comme des anges ivres. Il y a un écrivain, journaliste à l'équipe, Denis Lalanne, qui appelait les supporters de rugby les anges ivres de Cardiff ou de Dublin ou de Murrayfield à Édimbourg. Et donc, évidemment, cette ambiance, elle est propice à l'allégresse. À l'allégresse parce que les chants, on les reprend en chœur. Ces chants ont une histoire. Ils ont une signification, ils sont un peu patriotiques, un peu tout le monde chante la brave Irlande ou la grande Écosse, enfin et des souvenirs qui remontent très loin à William Wallace et à des périodes d'occupation anglaise où on prend sa revanche en buvant un coup. Donc ça fait de mal à personne, en même temps c'est sympa. Et puis beaucoup de nos villes et de villages de Bretagne sont jumelés avec des villes et des villages irlandais, énormément. Dans le Morbihan, il doit y avoir à peu près, je sais pas, 150 ou 180 communes qui sont jumelées avec des villes d'Irlande. Donc ça crée des liens importants. Vous avez un festival à Lorient qui s'appelle le Festival interceltique, qui existe depuis 35 ans et 33 ans, où viennent défiler des grandes formations de bagpipers d'Irlande et d'Écosse, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Los Angeles. Partout, les Celtes ont essaimé. Partout, ils ont créé, ils ont fait transporter leurs racines parfois à contre-cœur. Souvent, ils partaient lorsqu'ils étaient expédiés dans des bateaux de fortune au XVIIIe siècle, évidemment. Et ils se retrouvent là, dans des villes comme celle-là. Donc, les gens sont vraiment en communauté solidaire. Ce sont des communautés solidaires où on ne se pose pas la question. Souvent, les pubs, d'ailleurs, portent des noms irlandais, ou des noms écossais, ou des noms interceltiques. Et on ne se pose pas la question, on est naturellement dans cet interceltisme-là. Vous l'avez déjà presque évoqué, c'est la musique aussi qui compte beaucoup. Oui. C'est la bombarde, c'est la cornemuse, c'est la harpe celtique d'Alan Stivell, par exemple. Alan Stivell qui sera à la Cigale à Paris, d'ailleurs, en mars, le 19 mars. Ah bah, qui vient de faire à qui on peut attribuer la renaissance de la harpe celtique. C'est vraiment un très grand joueur, oui, il a fait beaucoup de bien. C'est le 50e anniversaire cette année de la harpe celtique, de la renaissance de la harpe celtique. Bon, la bombarde, oui, la cornemuse est un instrument d'origine écossaise. La cornemuse qu'on sonne même en Bretagne, la grande qu'on appelle le biniou braz, le grand biniou, la grande cornemuse, vient d'Écosse. Oui, chez moi en Bourgogne, on dit qu'elle vient de Bourgogne. Mais vous avez d'autres produits en Bourgogne que je vous envie. Qui sont moins musicaux peut-être. Qu'est-ce qui vous plaît en Irlande? C'est peut-être le caractère de ce pays on a des images fortes, c'est un pays qui a une vraie identité quand même. Oui, c'est un pays qui a une identité, qui a su, dans un monde comme tous ces peuples minoritaires, qui a su résister à la globalisation, puisqu'on est quand même dans un système accéléré de globalisation du monde, à travers le langage universel et la langue universelle véhiculaire qui est l'anglais. Bon, eux aussi ont l'anglais, la langue gaélique a pratiquement disparu, mais en revanche, le caractère est resté là, intraitable, fougueux, fraternel. Ce sont quand même des vertus irlandaises qu'on retrouve toujours. Quand un match de rugby a lieu et qu'on entend les commentateurs, il suffit qu'il y ait une attaque de 3 joueurs pour qu'on entende tout de suite le fighting spirit, le célèbre Irish fighting spirit, l'esprit de combat, la fougue irlandaise qui revient. Et à chaque fois, le côté sympathique également des liens entre l'Irlande et la France aussi, qui sont très importants, parce qu'à l'époque où l'Irlande était occupée par l'Angleterre, l'hymne national irlandais clandestin était la Marseillaise, par exemple, après la Révolution, parce que les révolutionnaires irlandais s'étaient emparés de l'hymne français pour dire aux Anglais, voilà, nous, nos alliés, c'est les Français, c'est pas vous. Donc il y a des liens fraternels, comme avec l'Écosse d'ailleurs. L'Écosse, depuis Louis XI, on appelle la Hold Alliance. C'est une alliance d'intelligence qui était en fait anti-anglaise, bien entendu, comme toujours, et on se retrouvait toujours dans des alliances diplomatiques. Un Français pouvait demander à l'époque la nationalité écossaise et l'avoir automatiquement. Et un Écossais aussi. Les Français l'ont oublié, les Écossais ne l'ont pas oublié. Il suffit de voir des touristes se promener l'été derrière leur voiture, ils ont une plaque
écrit ECO, ça veut dire Écosse en résumé en français, parce que pour eux, c'est pour nous montrer, quand ils viennent chez nous, sur nos routes, qu'ils sont aussi français de cœur. Alors, je vous ai demandé d'apporter un objet, Patrick, et c'est un tout petit objet. Vous avez apporté un petit soldat de plomb. Oui. Vous en avez apporté deux. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, je vous ai apporté, évidemment, pour rester dans la logique de Restons notre dans le émission, thème. un sonneur de cornemuse du Bagad de Llanbiwé. Llanbiwé est la base aéronavale. Vous voyez que la cornemuse est assortie au fauteuil. Oui, merci beaucoup. La base aéronavale de Llanbiwé aux portes de l'Orient. Et cette formation militaire, donc, qui existe depuis plus de 50 ans, ouvre toutes les grandes parades des fêtes de Bretagne en été. Et c'est une formation qui est également l'ambassadrice de la Bretagne à travers le monde, puisqu'elle a défilé déjà à New York et à Tokyo. Le deuxième objet touche beaucoup moins à la Bretagne. Oh, il était bien là, ce petit bonhomme, Bon, il je le laisse plaisait là. beaucoup. Bon, très Précisons bien. que vous faites la collection des soldats de plomb. Si Oui, toutefois c'est ça vrai, prendrait j'en ai pas l'idée mal. à un téléspectateur, de vous en envoyer quelques-uns. L'autre objet, c'est... allez-y, Notre objet, dites-moi. c'est un timbre de collection assez rare qui vient de l'île Maurice. C'est un timbre qui célèbre le bicentenaire de Mahe de la Bourdonnais, gouverneur de l'île de France, de l'île Bourbon, tombeur des Anglais à Madras, et qui, donc, ce timbre que célébrait son bicentenaire. Il est né en 1699, il est de 1899, 200 ans. Cette année, d'ailleurs, une grande exposition a eu lieu pour lui rendre hommage à la mairie du 7e arrondissement, puisque c'était l'année de sa mort. Il est mort en 1753. Et donc, Mahe de la Bourdonnais, Un de dont vos je suis un ancêtres, lointain descendant, précisons-le quand même. et qui a aussi donné son nom à un comptoir de l'Inde, le comptoir de Mahé. Vous savez, avant, les élèves des écoles connaissaient par cœur les comptoirs de l'Inde, Chandernagore, Karikal, Yanaon, Mahé, Pondichéry. Et donc, voilà pourquoi je garde ce timbre qui m'a été offert par une cousine américaine, aujourd'hui décédée, et qui le tenait, elle, de sa propre famille, puisque notre branche américaine, une branche américaine s'est formée à Calcutta en Inde en 1854. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à apporter cet objet que j'aime beaucoup. Voilà qui explique aussi pourquoi, avec une telle histoire familiale, vous êtes autant passionné par l'histoire, que ce soit l'Inde, l'océan Indien, l'Irlande ou encore finalement tout autre pays que vous avez traversé. Il était le king, le roi du rock'n'roll. Il a marqué toute une génération avec son déhanchement inégalable, sa voix chaude et ses rythmes endiablés. L'image sulfureuse qu'il entretenait avec soin l'a rendu populaire dans le monde entier. Mon invité fait partie de ses fans inconditionnels, à tel point qu'il lui a même consacré un livre. Patrick Mahé, un ou plusieurs livres d'ailleurs ? Dans un roman d'amour qui s'appelait Memphis Blues, et qui se passe donc à Memphis, chez Elvis. Et c'est un roman de rupture, d'ailleurs. Bon, c'est un livre un peu romantique. Et puis, une chronique qui s'appelle Sur la route d'Elvis, publiée chez Grasset il y a 1 an. Alors Elvis, vous aviez quel âge quand le phénomène Elvis a vraiment explosé, vous ? Bon, quand il a explosé vraiment, j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, 11 ans, disons, parce que Elvis, c'est 56, vraiment, les 56, 57, 58, les années importantes. Moi, je suis de 47, donc vous voyez, je n'étais pas très vieux. Mais ça a marqué une génération. C'était un chanteur qui a entraîné une vague d'autres chanteurs autour de lui, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Eddie Cochran, etc., qui a inspiré vraiment toute une génération et qui a provoqué une rupture de génération avec celle des adultes. Mais c'était une révolution tranquille, c'est-à-dire une révolution dans la joie. Le rock and roll, contrairement à d'autres musiques de rupture, comme le rap par exemple, était une musique joyeuse, une musique de fête. Tout était simple. On n'inventait pas la poudre, mais on était content d'avoir des chaussures en daim bleu et on chantait My Blue Sweet Shoes. Don't step on my blue sweet shoes. Bon, voilà, des choses comme ça. Vous n'êtes quand même pas dupe du ridicule qui était un peu lié aux vêtements, au langage, Non, tout ce qui entourait cette pas époque-là. ridicule, c'était un peu provocateur et c'était de la rupture totale. Donc on se faisait remarquer. Vous savez, les Azous dans les années 40 faisaient pas mieux, hein, et pourtant on les a aussi célébrés dans l'après-guerre. Bon, donc voilà. Alors le rock'n'roll, c'était ça, c'était sympa. Il y avait les Cadillac Rose, c'était un petit peu kitsch, mais en tout cas on s'amusait. Et les jeunes de cette époque-là, qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui découvraient le monde des surprises parties, qui découvraient les premiers émois d'adolescence, le faisaient en s'amusant. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qu'on voit que la jeunesse d'aujourd'hui, qui a subi pas mal de traumatismes d'ailleurs dans la vie de la société, est une jeunesse préoccupée, une jeunesse qui a eu quand même pas mal de soucis,
une jeunesse qui, bon, le travail n'est pas toujours là. À l'époque, on travaillait facilement. Les années 60 étaient des années où, dans la presse, on créait un journal comme ça. Daniel Philippaki a créé Salut les copains. Le premier numéro a vendu 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Et les gamins, quand ils rentraient chez eux, découpaient les idoles, mettaient ça dans leur chambre. Ça faisait de mal à personne. Donc c'était sympa, agréable. Ça ne gênait pas vraiment les parents, c'était une rupture, mais de génération tranquille. Et puis aujourd'hui, on voit dans la nostalgie un peu portée, avec du retard, 40 ans après, 30 ans après, que des comédies musicales font le plein. Il y a eu récemment à Paris Elvis, qui a été monté, avec Martin Fontaine, un chanteur québécois qui a l'avantage de ne pas se prendre pour Elvis, de ne pas être un clone d'Elvis Presley. Surtout dans la vraie vie, il ne lui ressemble pas du tout. Pas du tout, il n'est pas très grand, il est roux, des cheveux courts, il n'a pas eu tout son allure, mais il chante divinement, il bouge très très bien, c'est un vrai comédien. Eh bien, cette comédie est restée à l'affiche pendant 1 mois et demi, 2 mois, et a rassemblé au total 100 000 spectateurs payants à Paris. Mais pour avoir vu ce même spectacle que vous, je me souviens très bien que les 2 premiers rangs étaient en larmes, criaient Elvis, étaient en pleurs, alors que ce n'était pas le vrai Elvis. Vous ne trouvez pas ça un peu dangereux quand même Ça, c'est, bon, disons que c'est un peu exagéré, évidemment, mais pris dans une ambiance cultissime et kitschissime, tout est permis. Bon, il ne faut pas aller jusque-là, évidemment, bien sûr que non, mais vous n'allez pas jusque-là vous-même, et moi non plus, vous en doutez bien. Mais Elvis, c'est aujourd'hui un mythe, puis déjà de son vivant, de toute façon, une idole. Est-ce que par rapport à votre passion pour Elvis, vous l'avez bien expliqué, c'est quelque chose qui n'est pas non plus... c'est forcément quelque chose de pas trop profond, mais il y a des gens pour qui c'est sérieux, quoi. Enfin, le jour où Elvis est mort, ça a été une tragédie. Vous savez que 17% d'Américains pensent qu'Elvis n'est pas mort. Oui, en plus, qu'il est sur une île avec James Dean et Marilyn Monroe. Voilà. C'est bien connu. Mais il y a tout ce concept de l'idolâtrie qui fait qu'on ne vit plus que par une personne, que c'est juste cette personne-là, Elvis pour les uns, Claude François pour les autres, qui va donner du sens à une vie. Ça devient presque dangereux de vivre par procuration comme ça. Oui, mais ça concerne une minorité de gens. Ce sont des gens qui parfois ont des vides affectifs dans leur vie et qui s'accrochent à quelque chose qui le comble. Et ça fait encore une fois de mal à personne, surtout. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas dangereux. Sauf à ces gens-là. C'est pas très dangereux. Qu'ils écoutent en boucle Love Me Tender, ça peut leur mettre que du baume à l'âme. C'est tout. Love Me Tender, ça faisait comment déjà, Love Me Tender Love me tender, love me true, never let me go, par exemple. Il paraît que vous faites très très bien Elvis dans les soirées entre amis. Je l'ai fait, effectivement. Je l'ai fait sur scène 1 ou 2 fois. Et ça amusait les gens. Mais c'est pour faire plaisir. Votre chanson préférée d'Elvis, ce serait celle-là ou une autre? On s'en est beaucoup moqué de Love Me Tender. Ah bon? Ah oui, énormément, parce que c'était une chanson un peu rose bonbon. Non, mais j'aime bien les premières années, là, That's Alright Mama, tout ça, les premiers rock, justement, où rien n'est fixé. Et puis d'un seul coup, tout bascule et ça devient bon. Parce que le premier enregistrement, c'est un enregistrement d'amateur, pratiquement, avec Bill Black à la contrebasse, et puis le guitariste qui est là. Et bon, ils se cherchent, ils s'estiment plus ou moins, ce sont des musiciens de studio. Bon, Scotty Moore, le guitariste, prend Elvis pour un genou, Bill Black le prend pour... c'est un peu un devoir, un exercice obligé. Et puis, ils tambourinent un peu sur leur guitare, il y a quelqu'un qui enregistre derrière. D'un seul coup, le rythme devient bon, that's all right mama, that's all right for you, etc. Sam Phillips derrière dit, on enregistre, et de cette prise devient un succès planétaire. C'est marrant, c'est ça que j'aime. C'est quand les choses sont indéfinies et soudain basculent dans la réussite accomplie, même sans l'avoir voulu. On a toujours l'impression, pour prendre l'exemple d'Elvis, que tout démarre de manière un peu artisanale, que ce soit des artistes aussi aujourd'hui, et qu'après, l'argent aidant, etc., finalement, ça devient plus encadré, puis finalement, c'est moins touchant. Oui, mais ça, c'est valable pour tous les exercices de la vie. Quelqu'un qui débute en télévision, qui fait un plateau de télévision, qui est un journaliste ou un animateur qui démarre, alors prenez-le 5 ans après ou 10 ans après, il n'a plus la même perception, et il se croit même parfois supérieur aux artistes qui l'invitent. Prenez un jeune joueur de foot qui démarre et qui va devenir David Beckham et allez lui demander un autographe à la sortie. C'est pas facile. C'est pas simple parce que les gens sont devenus sont dans un système qui est cadenassé par des agents, par des contrats, par des agents d'agents qui même sont des agents de photographes et on n'en sort plus. Donc évidemment, ce système-là devient inaccessible. Les gens deviennent inaccessibles. Et dans votre cœur et dans votre esprit, qui pourrait atteindre le niveau d'Elvis aujourd'hui, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs À mon avis, personne. Ah bon, comme ça c'est net. Et sur le plan religieux, d'ailleurs, il faut dire une chose. Elvis Presley n'a jamais oublié ses racines religieuses, qui étaient les racines d'une église protestante du sud des États-Unis. Et il avait aussi des racines écossaises. Et en associant les deux,
il a relancé un cantique totalement oublié dans la mémoire collective et qui est devenu maintenant un des cantiques de toutes les commémorations des soldats qui décèdent à la guerre ou ailleurs, c'est Amazing Grace. Amazing Grace, qui est extrêmement beau et magnifique, c'est lui qui l'a ressorti des oubliettes. Parce qu'il a voulu, il s'est souvenu de ce cantique de son enfance, et il a voulu le sortir, alors que ce cantique existait, il en a fait un hit parade, un succès au hit parade. C'est pas mal quand même, petite action de grâce. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Merci Patrick. Comme directeur du magazine Télé 7 jours et patron des 7 d'or, il est forcément très bien placé pour parler de l'évolution de la télévision. Le paysage audiovisuel français est en recomposition permanente. Le vent de la télé-réalité et de l'infospectacle souffle maintenant sur notre petit écran depuis plusieurs années. Alors comment analyse-t-il ces phénomènes et y a-t-il une vie après la télévision? Les bonnes questions, Patrick Mahé. Quelles sont vos réflexions? Allez, prenons la télé-réalité, puisque c'est la grosse affaire des médias depuis quelques années. Quelles sont vos réflexions sur la télé-réalité, sur ce sujet? Sur la télé-réalité, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que la télé-réalité est multiple. Il n'y a pas une entité télé-réalité. Quand on fait des émissions musicales comme Star Academy, par exemple, dont on peut parler en détail, on est dans un registre d'émissions bien précis. Quand on fait Love Story, quand on fait Nice People, on est dans des émissions totalement passives, où la caméra est là et où on regarde les gens comme dans un laboratoire. C'est un observatoire, c'est un laboratoire. Nous, à Télé 7 jours, on a pris le parti de ne pas attaquer la télé-réalité comme d'autres confrères de la presse quotidienne l'avaient fait, ou comme le ministère à l'époque de la Culture l'avait fait, ou comme le CSA l'avait fait au départ. Et pour quelle raison? Parce qu'il disait qu'il y avait... Non, mais pour quelle raison vous avez pris Pour le quelle raison? parti? Parce que nous, au début, quand Love Story est sorti, pour commencer par la première émission, la pionnière, on a regardé ces jeunes entrer dans ce labo, c'est un labo, et on l'a pris comme un labo. On s'est dit, tiens, on va les regarder, les suivre, les écouter parler, s'accrocher au code qu'ils vont définir eux-mêmes pour un peu comprendre l'état dans lequel est cette frange de la jeunesse. Donc on l'a observé, on l'a regardé, et on a décrypté les mots, les paroles, presque d'une manière scientifique, bien que le mot soit exagéré, pour expliquer le langage et les codes de comportement de ces jeunes. Donc on l'a pris comme ça, donc on ne l'a pas critiqué. Quand Loana, par exemple, Loana est arrivée, on ne la connaissait pas, on a vu cette fille assez excentrique, entrer, avec un physique imposant en tout cas spectaculaire, et sachant en jouer, mais étant quand même assez spontanée, n'ayant pas encore étudié le rôle de composition que la génération suivante va emprunter. Donc on l'a suivie, et on a tout de suite titré, dès la première semaine, en la repérant, elle et personne d'autre, Loana, star ou victime? Victime d'un système d'exhibitionnisme. Ça n'a pas traîné d'ailleurs, puisqu'il y a eu le fameux épisode de la piscine que tout le monde connaît, je passerai rapidement dessus, sur cet épisode. Bon, et on a vu tout de suite qu'après cet épisode où le garçon qui l'avait dragué l'a laissé tomber instantanément, elle est devenue réellement la victime du programme, qu'elle a fini par gagner d'ailleurs, parce que le public, bonne patte, s'est senti solidaire de la fille abandonnée. C'est la vieille histoire. Mais je voudrais revenir un petit peu plus haut, antérieurement dans la conversation. Vous dites que nous, on l'a pris comme un laboratoire. Mais il aurait fallu pour cela que ces jeunes représentent la jeunesse française. Or, clairement, c'était des caricatures. Ils ne représentaient pas cette jeunesse française. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, parce que justement, c'était le deuxième constat. On s'est dit, OK, on joue le jeu. On joue le jeu, on observe. Mais parce que vous avez fait des couvertures sur... Oui, on a fait Loana et Stevie. Génération Stevie. Quand on a titré Génération Stevie, ça voulait bien dire quelque chose. Ça voulait dire, voilà, il y a ces gamins un peu paumés, un peu abandonnés, non éduqués, très peu éduqués, qui sont souvent des enfants de familles monoparentales d'ailleurs, c'était le cas de Stevie, et qui sont abandonnés un petit peu, qui sont un peu livrés à l'abandon à eux-mêmes, qui sont un peu perdus. Ça existe, Génération Stevie. Bon, ensuite, on s'est aperçu que le casting était un casting dévoyé, souvent dévoyé. Et ça a été le cas avec Love Story 2 en particulier, où en réalité les casteurs de ces émissions faisaient aller à la pêche à des filles extravagantes et spectaculaires dans des boîtes de nuit à des heures tardives. Et ailleurs que dans les boîtes de nuit d'ailleurs. On a vu des filles se présenter en disant « moi, je drague sur le périph' en 4x4 ». Bon, tout de suite, on a dit « carton rouge, ça dérape ». Et on a zappé ce genre de programme. Alors aujourd'hui, c'est la télé-réalité. Donc je voulais vous dire que cette télé-réalité-là, on l'a bannie et on a été l'instrument d'ailleurs de son bannissement. L'instrument majeur du bannissement. Parce que quand on a titré sur la couverture de Télé 7 jours Love Story, ça dérape,
avec une fille digne d'un magazine masculin, ça n'a pas fait plaisir à la chaîne qui diffusait le programme. Oui, mais en même temps, c'est paradoxal parce que ça ne fait pas plaisir, mais en faisant votre couverture, malgré tout, vous leur faites de la publicité. On apprend en marketing que quand on n'est pas content de quelque chose, on le dit à 11 personnes, et quand on est content, on le dit à 3 personnes. Alors justement, vous n'êtes pas content, vous en parlez, vous, ça vous fait vendre des magazines, c'est quand même votre but, et en même temps, vous entrez quand même dans leur jeu, malgré justement, tout. c'était la deuxième étape, puisqu'elle a débouché sur la troisième étape. La troisième étape, ça a été les programmes du genre Greg le millionnaire et L'île de la tentation. Des émissions donc de séduction avariée. Eh bien, là, ce sont des programmes que nous avons totalement zappés. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé. On en a parlé dans les programmes, forcément, parce qu'on est obligé de rendre service au lecteur, en écrivant avec une mention « programme à suivre avec autorisation parentale ». Ça n'a pas fait plaisir non plus à TF1. Donc, vous voyez, c'est difficile dans ce genre de rôle. En revanche, quand arrive Star Academy, émission finalement, alors elle, sans grand danger, et puis où il y a la sanction, quand même. où il y a quand même, oui, mais voyeurisme léger, où il y a la sanction d'un effort quand même de gens qui apprennent au moins des choses, qui ne sont pas seulement là pour être dans un rôle passif et pour être le champion de sa rue le lendemain matin. Des gens qui, peut-être, n'auront pas de destin artistique, peut-être pas, certains d'entre eux. Bon, c'est pas un programme qui nous gêne, au contraire. Star Academy, nous, on l'aime bien. On l'aime bien parce que ces gosses se donnent du mal, apprennent vraiment des choses avec des vrais professeurs, et ça débouche sur des Jennifer, des Nolwenn. Nolwenn est une fille qui a quelque chose dans la tête. Nolwenn, je la connais bien, c'est pas du tout quelqu'un qui n'a aucun sentiment et qui est vide de sens. Alors ça, j'en doute pas une seconde, mais c'est normal que vous les souteniez parce qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être une couverture sur 2 ou sur 3 de Télé 7 jours est faite avec eux. Ce sont des couvertures faciles qui font vendre. Aujourd'hui, en ce moment, c'est Élodie et Édouard sont amoureux, etc. On tire sur leur vie privée en long, en large et en travers. Vous, qui êtes un homme de pouvoir, vous pourriez tout à fait décider de faire vos couvertures sur d'autres. Il y a des chaînes du câble, je ne parle pas forcément que de KTO, mais des chaînes du câble qui font des émissions formidables, plus profondes, avec plus de valeur, et décider de mettre plus des chaînes comme Histoire, par exemple, je pense à eux, où on apprend des choses à l'honneur. Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous n'utilisez pas ce pouvoir que vous avez pour essayer de faire un peu changer les choses et avancer? Moi, je considère qu'il vaut mieux qu'un magazine soit acheté par le plus grand nombre, pas seulement pour des raisons commerciales, mais parce que dans le magazine, acheté par le plus grand nombre, parce qu'attiré sur une vitrine un peu facile, il peut trouver à l'intérieur des choses plus solides, plus costauds, plus graves, c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre magazine, nous avons plusieurs rubriques, dont un Va plus loin, qui est un élément de réflexion, qui est un document de lecture, et des rubriques qu'on ne trouve pas ailleurs, où justement on peut traiter des missions plus en profondeur. Quand j'étais à Paris Match, on faisait à l'époque dans la facilité des couvertures de Stéphanie de Monaco et de Caroline. Mais on savait qu'à l'intérieur, il y avait des choses beaucoup plus importantes. Quand Henry Kissinger, à l'époque, avait quitté le gouvernement de Nixon et tout ça, était devenu le correspondant du Los Angeles Times, il travaillait pour nous, on lui faisait faire des articles. Quand Valéry Giscard d'Estaing avait quitté le pouvoir, il publiait tous les mois dans Paris Match ses carnets du monde. Ça n'empêchait pas qu'à l'époque, il y avait peut-être Stéphanie et Caroline en couverture, et lui le comprenait très bien. Il savait que derrière l'appât d'une vitrine et d'une couverture, le fonds de commerce qu'il y avait derrière pouvait être plus solide. C'était donc stratégique. Malheureusement, c'est un sujet, on pourrait en discuter des heures et des heures, mais l'émission se termine. C'est bien dommage, d'ailleurs. Merci. Non, parce que c'est très intéressant, cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, mais à quelle échéance? Pour la suite, peut-être de pouvoir créer encore, d'être créatif, de sortir un ou deux livres importants que j'ai au fond de moi-même. Voilà le souhait que j'aimerais que vous exprimiez pour moi, si vous me le permettez. Eh bien, je l'exprime. C'est vrai que vous êtes un homme entreprenant. Je pense qu'on l'aura bien compris. Et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite, Patrick Maille. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.